tous! Alors ne faites pas attention, j'ai extrêmement chaud donc ça se peut que je brille. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo book haul. Comme je vous l'avais expliqué, je pars pas du principe que je vais faire des hauls réguliers. Ça sera plutôt des hauls pendant lesquels je vous parlerai de certaines de mes dernières acquisitions qui je trouve sortent soit un petit peu de l'ordinaire, soit les histoires me donnent vraiment envie. Donc let's go! On commence avec un livre qui, je pense, va parler à certains d'entre vous, puisqu'en commentaire de certaines vidéos qui évoquaient la série, on en a un petit peu parlé. Ce n'est autre que La Beauté, le tome 2 du grand maître de la cultivation démoniaque, Modao Zushi, écrit par Mo Xiangtong-Shu et publié chez les éditions Bookmark. La version reliée, mais regardez-moi cette beauté, il est beaucoup trop beau. Non mais vraiment. Je vous montre le dos. La quatrième de... Ah bah non, ça sert à rien puisqu'il faut avoir lu le... Bref, je suis trop contente. Et je l'attendais parce que j'avais adoré le tome 1 et je sais que vous aussi. Bon, il y a peut-être des exceptions, mais il y en a parmi vous, oui. Je vous montre les pages de garde. C'est toujours la couverture de la version brochée. Derrière, c'est l'illustration de la couverture en plus grande. Et donc, comme précédemment, on a des illustrations à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Et je suis fan de cette illustration à la fin. Ah, elle est trop belle. Pour celui-ci, je l'ai appris par rapport à un communiqué sur Instagram. Je pense que ça a été fait sur les différents réseaux, hein, sur le compte de la ME. Apparemment, il y a une erreur dans les blocs de texte vers la fin du livre. Il y a des passages qui sont en italique qui ne devraient pas l'être, donc je le précise pour ceux que ça pourrait déranger. Essayez de ne pas lire, je vous montre en gros de quoi il parlait. Vous voyez ce genre de passage. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange, surtout qu'ils se sont excusés et que je peux comprendre ayant moi-même fait du graphisme. Parfois il y a des erreurs, même si vous avez travaillé pendant des heures sur votre fichier qui se glisse une fois qu'on arrive à l'impression. C'est gentil à eux de s'être excusés et voilà. Je précise juste pour ceux qui voudraient le savoir. Et comme pour le tome précédent, on a pas mal de choses pour nous aider dans notre lecture. Donc les personnages, je crois même qu'on avait les prononciations. En tout cas, il y a les lieux. Oui, guide des noms. Je vous ai même pas fait de résumé. Ce sera pas des résumés détaillés ou alors je lirai les résumés parce que sinon ça risque d'être très long et je vous l'ai déjà dit, j'ai très chaud. En gros, on suit Wei Wuxian qui s'est réincarné. Dans sa vie antérieure, Wei Wuxian était l'un des plus puissants cultivateurs et ayant commencé à se tourner vers un usage de la magie mal vu et en plus ses opposants commençant à le craindre, eh bien ils se sont alliés afin de l'éliminer. 13 ans plus tard, il se réincarne après avoir été invoqué par un jeune homme qui s'est sacrifié afin que ce dernier le venge. Et même si Wei Wuxian a maintenant une nouvelle vie, eh bien la précédente semble continuer à le poursuivre. Il va même tomber sur Lan Mongji qui est un autre cultivateur extrêmement puissant de sa génération avec qui il a un passé en commun. Et ces derniers vont se lancer dans une quête afin de combattre les dangers démoniaques. Et là on suit donc la suite des aventures du premier. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'avoir le temps de le lire parce que j'aime beaucoup. Ça me fait énormément penser à Alchemy of Souls, comme je vous l'avais déjà dit, qui est un K-drama. Ensuite, on reste dans un contexte de fantasy asiatique. Enfin, il me semble que c'est de la fantasy asiatique. J'ai repéré ce livre quand il est sorti en VO et j'avais extrêmement envie de le lire. Sauf que en VO, j'ai la flemme quand même. Et quelques mois plus tard, Brajlon annonce la sortie de ce livre en VF, L'art de la prophétie. N'est-il pas magnifique? Regardez-moi les détails, on a les dorures en rouge comme ça sur les feuilles et même l'illustration de la couverture, mais c'est juste sublime. C'est la même couverture en VO et justement l'édition que j'avais vue en anglais, il y avait un jaspage qui était assorti où il y avait la continuité des cheveux et tout. C'était magnifique. Donc voilà, il ressemble à ça. C'est donc le premier tome de L'art de la guerre et c'est écrit par Wesley Chu. Un enfant se lèvera pour vaincre le Khan éternel et sauver le royaume. J'ai oublié de préciser au début de la vidéo, il se peut que je prononce mal certains noms,
donc je m'excuse. Mais la prophétie est erronée. Le héros annoncé est le jeune Jian, élevé dans le luxe depuis sa naissance, vénéré avant d'avoir remporté une seule bataille. C'est à Taishi, la plus illustre grande maîtresse des arts martiaux magiques, que revient la lourde tâche de faire de cet enfant gâté un véritable guerrier. Mais lorsque le Khan meurt d'un accident, Jian devient subitement un danger pour les grands du royaume et doit fuir sa cage dorée avec l'aide de Taishi. Et le destin n'a pas fini de jouer des tours à ceux qu'il a choisis. Sally, une guerrière qui découvre que les règles ne s'appliquent plus quand son seigneur a disparu. Kizami, une assassin chaotique qui prend un peu trop de plaisir dans l'exercice de son métier. Et Jian lui-même, à qui échoua la lourde tâche de devenir ce qu'il pensait ne jamais pouvoir être. Un héros malgré tout. Ça a l'air génial, je sais pas ce que vous en pensez, ça a l'air d'être vraiment de la fantaisie pure, hein. Surtout que c'est quand même un pavé, là on est sur les très grands formats Brajlon et en principe, bah forcément comme les pages sont plus grandes, il y a plus de texte donc ils paraissent moins épais alors qu'ils peuvent quand même être assez longs à la lecture. Là il est très grand et il y a quand même pas mal de pages, je vais regarder combien il y en a. On est sur 594 pages, mais le résumé m'a extrêmement donné envie. Ça m'a l'air d'être vraiment quelque chose de développé, peut-être même complexe, je sais pas. En vrai, c'est juste à cause de la vague que me renvoie le livre, je fais des suppositions. Alors que si ça se trouve, ce n'est pas du tout ça, mais j'ai très envie de me plonger dans cette lecture. Et bon, j'ai rien à vous montrer à l'intérieur, il n'y a pas de petites en-têtes ou autre, ça reste assez simple. Mais par contre, j'ai toujours aimé le confort de lecture qu'on a dans les Brajlon. Je vous montre la mise en page, je trouve que c'est bien aéré, voilà. Voilà, c'est un détail. Alors bien sûr, je vous avais dit que je voulais vous le montrer dans mon prochain bilan de lecture le jour où je le recevrai, puisque c'est la sortie, enfin l'une des sorties que j'attendais le plus cette année. La Cité de Jade, écrit par Fondali et publié chez les éditions de Saxus. J'ai pris la version reliée. Alors je vous l'ai déjà dit, j'aime pas trop la couverture. Voilà, pas trop mon style. Mais l'histoire me donne extrêmement envie. Ça m'a l'air d'être un petit pavé de 600 pages, quelque chose approchant. C'est ça, on est à plus de 600 pages. Je vous montre sous la jaquette. Alors moi, il a eu un défaut de fabrication, mais ça ne m'étonne pas puisque ça m'arrive tout le temps, hein, voilà. Je vous montre en gros, je sais pas, on dirait qu'il y a un truc qui s'est pris lors de la dorure dans mon machin. Mais j'ai extrêmement la flemme de faire un échange pour ça, étant donné qu'en fait, avant de les ouvrir, je sonde un peu le livre, puisque j'ai déjà eu le cas de la pliure en travers. Et oui, non mais je vous dis, il m'arrive toujours plein de trucs quand je commande des livres. Ces derniers temps, j'évite même de faire les précommandes, je préfère aller les chercher pour éviter ce type de problème, sauf que de toute façon dans tous les cas celui-ci je pense que ça me serait tombé dessus puisque ce n'est pas un défaut qu'on peut voir si on n'enlève pas la jaquette, mais bon bref. Le dos est comme ceci et par contre sur la quatrième de couverture ils ont rien fait. J'aurais justement préféré qu'on ait ce type de citation à l'arrière et pourquoi pas les couteaux sur l'avant dans une autre disposition. Mais bon, why not? Et à l'intérieur, on a cette carte que je trouve pas hyper belle, mais étant donné que c'est de l'urban fantasy, bah je trouve que c'est dans le thème. La famille est un devoir, la magie est un pouvoir, l'honneur est primordial. Bienvenue dans la fabuleuse ville de Janloon. Mais attention, derrière la beauté de la capitale de l'île de Kekon se cache une dangereuse réalité. Celle d'une ville déchirée entre deux clans qui s'affrontent pour le contrôle de la cité et du jade. Cette pierre précieuse et magique qu'on ne trouve que dans les mines de l'île permet aux guerriers qui la portent d'amplifier ses capacités, faisant de lui une véritable arme de guerre. Aujourd'hui, alors que le chef du clan Sansim se retire du pouvoir laissant la direction à ses petits-enfants, leurs rivaux du clan de la montagne en profitent pour ravir des quartiers et s'accaparer le marché du jade. Lorsqu'une nouvelle drogue puissante se propage, permettant à quiconque, même aux étrangers, de manier le jade, la tension qui couve entre les deux clans éclate avec une violence sans précédent. Entre jeux politiques, trahison, argent et pouvoir, l'issue de cette guerre déterminera le sort de tous les guerriers de jade et de l'île elle-même. Ça a l'air trop passionnant. Totalement mon délire, je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, j'aime énormément l'urban fantasy. Et là, l'urban fantasy asiatique, ça va changer de ce dont j'ai l'habitude. Et en plus, l'univers qui tourne autour du pouvoir du jade, ça a l'air super prenant et j'ai hâte de pouvoir le commencer. Mais vous savez, je suis en pleine palle de suite. Ensuite, j'ai acheté Ces promesses maudites, écrit par Lexi Ryan et encore une fois publié chez De Saxus dans la version reliée. Il ressemble à ceci.
vous avez un joli jaspage qui est en plus en continuité. Et ça, je trouve ça magnifique qu'ils fassent ça maintenant. On a les dorures comme ça sur les pages de garde. Et par contre, on est plus sur quelque chose avec un jeu de lumière pour changer sur la couverture, comme ceci. Du coup, vous allez peut-être mal voir et la jaquette derrière est comme ça. Alors ce livre provient d'une duologie et il est pas mal recommandé pour les gens qui ont beaucoup aimé ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses, la série, ou qui veulent un substitut. Un cœur est une chose dangereuse à voler. Brie est une voleuse extrêmement douée qui déteste plus que tout au monde les failles. Lorsque sa sœur, Jazz, est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume de Féerie. Pour sauver la jeune fille, Brie passe un accord avec le roi et accepte de voler pour lui 3 puissantes reliques magiques à la cour du soleil. Mais encore faut-il pouvoir les trouver. Heureuse coïncidence, le prince Ronan, ou Ronan, cherche une potentielle épouse humaine. Brie rejoint donc le rang de ses prétendantes pour pouvoir arpenter librement les nombreuses salles du Palais d'Or. Mais elle découvre vite que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle l'imaginait, bien au contraire. Ne voulant pas laisser ses sentiments compromettre sa mission, elle accepte l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle. Mais plus elle passe de temps à ses côtés, plus elle a du mal à résister à ses charmes. Prise entre deux cours dangereuses, Brie doit décider à qui confier sa loyauté et son cœur. Ça a l'air trop bien, c'est totalement mon style de lecture, donc j'ai également beaucoup envie de le lire, mais je vais me répéter dans cette vidéo de toute façon. En plus, il m'a pas l'air très long, on est sur 428 pages, mais pour le coup, avant de le lire celui-ci, je vais attendre le deuxième puisque c'est une duologie, que je croule sous les séries en cours, ça sert à rien que je me lance dans quelque chose qui n'a pas encore la suite. Donc lorsqu'on aura le tome 2, je lirai la duologie. Peut-être que j'enchaînerai les tomes, on verra si jamais je suis vraiment happée par la lecture. Et voilà, ça me donne vraiment envie. J'espère ne pas vous montrer des livres que je vous ai déjà montrés, ce serait bien embêtant. Ensuite, j'ai pris le dernier projet secret sorti de Brandon Sanderson, qui est Yumi et le peintre de cauchemar, publié chez le Livre de Poche. Alors je suis pas fan de la couleur, j'aurais bien aimé qu'on soit sur une couleur principale plutôt violette pour que ça s'accorde avec ce qui a été fait en VO il me semble. Mais par contre, l'intérieur de ce livre, encore une fois, c'est la version collector. Les pages de garde sont comme ceci. Et je vous montre certaines illustrations. Donc vous avez ça, cette beauté. Voilà, c'est juste incroyable. Cette autre beauté. Comme ça, vous voyez un petit peu l'esprit du livre. Et je vais vous montrer les détails. Bon bah comme dans les autres, on a des petits bouts de texte qui sont en couleur dans cette version. Et les en-têtes c'est comme ceci parce que je pense qu'on a deux points de vue, celui de Yumi et celui du peintre de cauchemar. Et quand ça doit être Yumi, c'est sûrement en rose. Alors pour ce qui est du résumé, deux mondes, l'un baigné de lumière, l'autre entouré de ténèbres, deux personnes que tout oppose, une prêtresse dévouée et un peintre désabusé. Le choc de leur rencontre pourrait bien décider de l'avenir de leur peuple. Ça a l'air trop bien. La fille qui force. Non vraiment ça a l'air génial. On m'en a fait des retours et apparemment c'est très bien. Donc je vais voir si c'est pas possible que je le lis justement là dans les semaines qui arrivent étant donné que c'est un one shot, même s'il fait partie des projets secrets. Et ça va compter 4 livres en tout, ils sont tous indépendants. Et celui-ci me fait tellement envie que comme il rentre pas dans la problématique de démarrer une nouvelle série si je lis autre chose que ce qui est dans cette palle, il n'y aura donc pas de problème si jamais je me tourne vers ce one shot. Et il est plutôt gros donc pourquoi pas. Peut-être que j'apprécierais même encore plus que Tress à qui je le rappelle j'avais mis 5 sur 5. Donc très curieuse de voir ce que ça donne. Là encore une fois ça m'a l'air d'avoir des inspirations asiatiques. Je suis curieuse de voir ce que donne Brandon Sanderson dans ce contexte. Donc à découvrir. Ensuite j'ai acheté cette beauté Libérons les étoiles qui est le tome 2 des Sables d'Arawiya, écrit par Afza Faisal et publié chez De Saxus. Alors j'avais mis 4,5 à Chasseur de Flammes mais en vrai plus j'y repense plus je me dis ça méritait peut-être pas 4,5. Peut-être que 4 est plus justifié. Donc on va partir plutôt sur un 4 pour le tome 1. Je crois que j'avais mis ça. Hein. Donc ici on a comme le tome 1 un jaspage uni. Et je pensais pas du tout que ce serait une couleur assez... là c'est plutôt terracotta. Et je voyais ça plus vif que ce que ça n'est en réalité. Mais bon ça s'accorde quand même assez bien avec le livre. Même si... quelque chose d'un peu plus bordeaux n'aurait pas été de refus. Mais bon,
On n'est pas là pour chipoter. Je trouve que sur pas mal de points, il est beaucoup mieux réalisé que Chasseur de Flammes. Je sais pas si vous aviez suivi à l'époque de la sortie, c'était une catastrophe. Il y avait plein de gens qui l'avaient reçu avec des défauts et il y avait pas mal de gens qui l'avaient reçu monté à l'envers. Moi je l'avais reçu avec un espèce de coup de cutter, mais j'avais vu des gens qui en avaient avec un beaucoup plus important, donc je m'étais dit bon bah tant pis. Ça c'était dans le premier tirage puisque depuis ils l'ont réimprimé. À l'intérieur les pages de garde sont comme ceci. Et la couverture est sublime, j'adore. C'est un lion, on est d'accord. J'adore la tête de lion, ça fait super beau. J'aime beaucoup en argenté comme ça. Même si je trouve qu'en cuivre ça aurait été beau aussi. J'adore commenter. Et là pour le coup ce que j'aime avec les chasseurs de flammes, c'est que on a même une citation à l'arrière. Il ceignait les ténèbres, elle irradiait le pouvoir. Et on a, comme pour la trilogie de Daevabad, une carte sur le verso de la jaquette. Cette phrase était un peu longue. Et donc je ne vais pas vous faire de résumé forcément, mais à savoir que le tome 1, Chasseur de flammes, on suit deux points de vue, je me souviens plus des noms. Le point de vue de Zafira et de Nazir. Zafira, elle, c'est le chasseur, puisque on ne sait pas que c'est une femme. En gros, Zafira, elle a une faculté qui fait qu'elle peut se rendre dans la forêt de Lars, dont personne d'autre ne peut revenir vivant. Et c'est donc elle qui se charge de pouvoir nourrir son peuple. Et en parallèle, on a Nazir qui lui est le prince, je sais plus si on le nomme le prince des ténèbres ou le prince de la mort, mais en tout cas, il est le fils du sultan. Et tous les deux vont être envoyés dans une quête afin de retrouver un artefact qui ferait tomber Lars et qui rétablirait la magie dans notre univers. Je trouvais du coup que les 200 premières pages étaient assez fastidieuses, le temps d'intégrer tout ce qui est vocabulaire et même les bases de notre histoire, et qu'ensuite une fois que nos personnages se réunissaient, ça commençait à devenir intéressant et de plus en plus plaisant à suivre. Mais c'est vrai que je n'ai pas été autant happée que ce que je pensais l'être. Je sais pas si ça a un sens, j'espère que ça ne veut pas rien dire ma phrase. En termes de fantasy qui pourrait renvoyer les mêmes vibes, j'ai en tête Une Bresse sous la cendre qui m'a beaucoup plus plu. Donc voilà, et à voir pour ce tome 2, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu déçus. En plus il est plus gros que le tome 1. Et je vais donc voir ce que ça va donner, et de toute façon comme c'est une duologie, ça serait bien si je ne tardais pas trop à le lire pour pouvoir le retirer de mes séries en cours. Ensuite, en restant chez De Saxus, j'ai acheté Le Fleuve d'Argent. Je n'ai toujours pas lu la trilogie de Daevabad, mais je voulais quand même prendre les nouvelles puisque c'est quand même une trilogie qui est très populaire, et jusqu'à récemment il n'y avait même plus les reliés des deux premiers tomes, donc je m'étais dit le temps que je m'y mette, comme ça je l'ai, et puis si ça me plaît pas c'est pas grave, je revendrai sur Vinted. En gros je ne peux pas vous faire un résumé de La Cité de Laiton de tête parce que justement je ne l'ai pas lu, donc voilà, je l'ai pas en tête. De ce que je sais, c'est que notre histoire se passe au Caire et que notre protagoniste, dont je n'ai pas le prénom en tête, se joue un petit peu de son monde. Peut-être que je dis des bêtises, mais en donnant de fausses divinations, ce genre de choses. Et le fait est qu'à un moment, une erreur va faire qu'elle va invoquer un djinn. Et accompagné de ce djinn, ils vont devoir se rendre jusqu'à la Cité de Laiton. Et je ne sais plus pour quel objectif, mais voilà, c'est quelque chose dans ce style là. Et étant donné que c'était une fantaisie orientale qui en plus se passait en Égypte, ça me donnait extrêmement envie, alors à voir ce que ça donnera. Et ici vous avez donc les nouvelles qui sont sorties très récemment. Comme d'habitude avec cette série, le livre est très beau. Et vous avez encore une fois une carte, je ne sais plus, je crois qu'il y a 4 nouvelles. Je sais plus, mais je vais pas me spoiler en lisant le derrière puisque ça pourrait me dire où ça nous mène. Et donc voilà pour celui-ci. Le tome 2 des Immortels qui est Les Guerrières sans pitié, écrit par Namina Fornat, toujours chez la même ME. Alors là, pour vous faire une explication de l'histoire des Immortels, on suit le personnage de Deka qui au début de notre histoire a 16 ans et qui vit dans une société patriarcale. Cette dernière décide du destin de chaque jeune femme en vérifiant la couleur de leur sang à partir d'un rituel de pureté. Si le sang est rouge, elles sont intégrées à la société. S'il est doré, elles sont vues comme étant des démons. Forcément, le sang de notre protagoniste est doré et donc elle est condamnée à un sort pire que la mort. Et lorsqu'elle est enfermée, une femme va la voir et lui propose un ultimatum. Soit elle subit sa destinée, soit elle la suit et elle va combattre aux côtés de guerrières qui se nomment les Alaki, qui sont
comme elles et elles sont les seules à pouvoir faire face à un danger qui menace l'Empire, il me semble. Il me semble que c'est un empire, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc on va voir une vraie sororité se mettre en place, ces jeunes femmes se rassembler puisqu'elles ont toutes été à la base rejetées et donc à défaut de se soumettre. Voilà, j'avais adoré le 1, ça avait été un 5 sur 5. Le 2, je crois que ça fait le double du 1. Non, peut-être pas 800 pages, mais vous voyez ce que je veux dire. Dans les 500 pages, j'ai très envie de le lire. Très envie de retrouver Decca et les autres personnages et de voir ce qu'il en est. Pour ce qui est du relié, c'est assez semblable au précédent. J'aime pas trop quand ils font ça. Déjà, je trouve que pour un relié dit collector, bah ça fait pas vraiment collector puisque ça reste très similaire au brochet et puis en vrai, à part les pages de garde qui sont toujours très belles, bah... Ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Saxus, mais bon, je vous avais dit que je montrerai les éditions qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et là on a l'édition spéciale tour de Gilded écrit par Marissa Meyer qui est très belle. Alors toujours un truc à dire, mais le seul truc que j'ai envie de signaler c'est la couleur du doré qui m'a l'air plus jaune que doré, mais bon bref. Sinon il est très beau comme ceci. Vous avez un jaspage et un marque-page ruban. Et je vous lis le résumé. Maudite bien avant sa naissance par le dieu du mensonge, la fille d'un pauvre meunier a développé un talent pour raconter des histoires fantastiques, envoûtantes et totalement fausses. C'est du moins ce que tout le monde croit. Lorsque l'un des contes farfelus de Serilda attire l'attention du sinistre roi des aulnes et de ses chasseurs morts-vivants, elle se retrouve emportée dans un monde sinistre, rempli de ghouls et de fantômes, où des corbeaux sans yeux traquent chacun de ses mouvements. Le roi ordonne à Serilda d'accomplir la tâche impossible de filer de la paille en or avant le lever du soleil, où elle sera tuée pour avoir raconté des mensonges. Désespérée, Serilda appelle involontairement un mystérieux jeune homme à son aide. Il accepte de l'aider, mais tout a un prix, et l'amour n'était pas censé faire partie du marché. C'est là que ça se complique. Et si Rumpelstiltskin n'était pas le méchant de l'histoire, donc vous aurez compris, c'est une réécriture du conte de ce dernier que je ne tenterai pas de répéter puisque je ne sais pas le faire. Et donc l'histoire me donne énormément envie. Bon, j'ai quand même vu un petit peu tout au niveau des avis, mais je suis très intriguée et comme c'est une duologie, si je ne me trompe pas, j'attendrai que le tome 2 soit sorti, pour les raisons que vous connaissez. On a ensuite bien sûr, et j'ai le regret de ne jamais avoir reçu les goodies qui étaient promis si on participait à la campagne de précommande, et malgré le fait que j'ai envoyé un mail à De Saxus, ils ne m'ont jamais répondu. J'ai donc pris Ces plaisirs violents écrit par Chloé Gong et publié chez Sabran, je vous l'ai déjà montré donc je vais peut-être pas re-rentrer dans les détails. C'est une réécriture de Roméo et Juliette dans le Shanghai des années 20. Forcément leurs familles sont dans deux clandestins, ils sont dans un énorme conflit et il y a rapidement un monstre qui diffuse une maladie mortelle au sein de leur ville. À voir ce que ça donne. Il est très beau, hein. Même si moi je trouve que, je sais pas, l'impression est un peu space. J'ai toujours un truc à commenter. Mais bref, donc les pages de garde ressemblent à ceci et vous avez la couverture qui est également très belle. Donc voilà pour celui-ci. J'ai pris le tome 2 de Beasts of Prey qui est La chasse continue, écrit par Ayana Gray et également publié chez De Saxus. C'est une série que je devais commencer cet été, que j'avais extrêmement envie de lire, mais bon, comme je vous l'ai encore dit, en réalisant tout ce que j'avais en cours, tout ce que j'avais pas terminé, alors que j'en ai la possibilité, ou à la limite continuer, je me suis dit que c'était pas une bonne idée de me lancer encore une fois dans une nouvelle chose, mais je vous montre à quoi ressemble le tome 2. Je trouve que cette série de livres est vraiment sublime, c'est l'une des plus belles à mes yeux. Vous avez toujours les couvertures avec les personnages, mais c'est tellement beau, les détails, vraiment trop beau, et c'est en effet peau de pêche. Vous avez le dos qui ressemble à ceci, la quatrième de couverture, une citation, une carte qui est juste sublime à chaque fois sur le verso de la jaquette, c'est vraiment trop beau. Au niveau des pages de garde, on est là-dessus, ça ressemble à ça à l'intérieur. Et voilà, c'est une série que j'ai vraiment envie d'aimer pour le coup. Que la chasse commence. Kofi, une jeune fugitive qui possède un mystérieux pouvoir, et Ekon, un futur guerrier qui veut prouver sa valeur, décide de former une alliance singulière pour traquer le légendaire Shetani, un monstre qui menace leur ville depuis près d'un siècle. Ensemble, ils entrent dans la grande jungle, un monde imprégné d'une magie sauvage et d'indicibles dangers. La chasse commence, mais il devient rapidement difficile de savoir s'ils sont les chasseurs
ou les chasser. Je vous ai déjà, il me semble, fait à plusieurs reprises le résumé de ce livre. Mais voilà à quoi ressemble le 1, enfin ils sont vraiment sublimes, vous avez encore une fois la carte. J'ai trop envie de les lire, mais bon, il faut que je me retienne, il faut que je sois raisonnable pour le moment. Quand j'aurai réduit ma liste de moitié, là on en reparlera. Et pour le dernier livre que je vais vous montrer, je me suis dit que ça serait bien de passer chez une autre émeu. Et c'est donc Le Tombeau des Immortels, écrit par Victor Dixon, qui est le premier tome de la nouvelle série Vampiria America, qui, vous l'aurez deviné, est dans le même univers que Vampiria, mais vous pouvez très bien commencer par celle-ci sans avoir lu Vampiria. Alors j'ai donc pris la version collector qui est juste sublime. Déjà regardez-moi ces dorures magnifiques. Le livre est en tissu rouge, il est vraiment trop beau. Et vous avez un marque-page ruban. À l'intérieur, les pages de garde. Et je n'ai pas le résumé, donc je vais y chercher. 6 Desperados sans rien à perdre. Une mission à haut risque dans le plus grand nid de vampires des Amériques. Les Amériques n'ont jamais obtenu l'indépendance. Depuis 3 siècles, les nobles vampires de la vieille Europe règnent sans partage sur le Nouveau Monde. Chaque année, 13 jeunes mortels venus des 13 colonies sont convoqués à New York et transmutés en immortels. L'entrée dans la vie éternelle de ces débutants donne lieu à un bal prodigieux, célébration de sang à la gloire des seigneurs de la nuit. La prise d'otage du siècle commence ce soir. Ils sont 6 et ils se nomment les Desperados parce que les suceurs de sang leur ont tout arraché. Guidés par une mystérieuse sorcière, ils s'introduisent dans le bal pour tenter l'impossible, séquestrer les débutants et faire payer le pouvoir vampirique. De cette mission suicide au cœur de l'enfer dépend non seulement leur sort à tous les 6, mais aussi celui des Amériques entières. Ça a l'air super bien, du coup c'est une réécriture de l'histoire qu'on connaît étant donné qu'il n'y a pas eu d'indépendance. Et ça a l'air génial, ça a l'air super prenant. D'ailleurs j'ai vu de bons retours. Alors c'est comme pour le Vampiria de base, la tournure que Victor Dixon a fait de l'histoire qu'on connaît me donne extrêmement envie de voir ce que ça donne avec ce mélange des vampires qui ont pris le contrôle de la société. Puisque je rappelle, dans Vampiria, l'histoire se déroule comme si Louis XIV n'avait jamais quitté son règne puisqu'il serait devenu vampire. Et il me semble qu'on suit une jeune femme qui veut se venger de lui, justement, c'est encore une question de vengeance. Donc très curieuse de lire cette histoire. Ah non! En dernier, je vais vous montrer ces éditions que j'ai trouvées super belles, qui sont vraiment intéressantes pour les petits budgets. C'est des éditions Brajlon, tous les ans ils font ça, ils rééditent un livre qui est sorti il y a un certain temps ou qui a eu un certain succès. Mais je voulais vous montrer ça, c'est donc des éditions à 12 €, avant c'était 10, mais bon, bonjour l'inflation. Mais bref, j'ai pris Le Jeu de l'Assassin. Je crois qu'il y en a 6 en tout. Hein. Et Poison, Charme, Beauté, là c'est des réécritures, mais plus en délire urban fantasy du coup, mais c'est des réécritures des contes. C'est qui dedans? Je crois que c'est Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au Bois dormant. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Ah si, c'est ça. C'est bien ça. Et j'ai adoré ce qu'ils ont fait de la couverture. Mais regardez-moi cette illustration sublime. Là, pour le coup, c'est l'intégrale, donc vous pouvez foncer sur cette version-là. À chaque fin de chapitre, vous avez ce type d'illustration et les en-têtes ressemblent à ça. Je trouve que c'est un super beau livre pour 12 €. Par contre, je sais pas ce qu'il donne, je l'ai pas encore lu. À mon avis, faut pas s'attendre à quelque chose de super développé. Il me semble que la note avoisine les 3,5, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Je vais vous lire le résumé. Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, 3 contes de fées mythiques revisités, cruels, savoureux et tout en séduction. Rappelez-vous l'innocente et belle princesse, la méchante reine impardonnable, le valeureux prince, la pomme empoisonnée et le baiser d'amour sincère. Rappelez-vous les horribles belles-sœurs, le carrosse magique, le bal enchanté, la pantoufle de verre et l'éternel amour né au premier regard. Rappelez-vous la forteresse cernée de ronces, le courageux prince, le fuseau ensorcelé et la douce princesse endormie qui n'attend que d'être réveillée. À présent, ouvrez ce livre et plongez dans les véritables histoires telles qu'elles n'ont jamais été révélées. C'est le type de livre que j'aime bien lire entre deux lectures qui ont été assez rudes à suivre. À l'occasion, je lirai étant donné que c'est un intégral et je ne sais pas combien de pages ça fait en tout. Voilà. En tout, ça fait moins de 400 pages et à plusieurs reprises, j'ai pensé à peut-être le commencer après avoir terminé une lecture. Donc ça n'arrivera peut-être pas dans si longtemps que ça. Et ensuite, j'ai pris Le Jeu de l'Assassin, encore une fois. De toute façon, c'est pour tous les livres des 6 qui ont été réédités. J'adore la couverture, je trouve que c'est magnifique. En plus, regardez les dos. Si contrairement à moi, toutes les histoires vous plaisent, chaque dos a une couleur et je trouve ça super beau dans la bibliothèque. Pour le coup, ça m'a l'air d'être un tome 1, donc forcément la suite de la série,
dépareillé. Vitala Salonius est un assassin surentraîné et une femme aussi attirante que dangereuse œuvrant pour la libération de son peuple. Sa mission, séduire l'empereur avant de lui porter le coup fatal. Dirigeant d'un pays au bord du chaos, Lucien Florian Nigellus ne baisse jamais sa garde. Sa vie étant menacée à chaque instant, il ne peut se le permettre, même devant cette éblouissante courtisane de passage au palais. Pourtant, Vitala pourrait bien le distraire un instant de ses préoccupations. Un assassin n'a pas le droit de succomber à sa proie, Vitala le sait depuis l'enfance. Or, Lucien ne ressemble pas au tyran sanguinaire qu'elle s'est imaginé. Prise entre ses convictions et un sentiment plus trouble, Vitala hésite. À qui ira sa loyauté? Du coup, ça a l'air trop bien. Comme je vous l'ai dit, je pense que c'est une série. Et voilà ce qu'il en est. J'avais envie de vous les montrer pour ceux que ça pourrait intéresser parce que c'est un bon prix découverte vu les prix des livres en ce moment. Et en plus, ce sont de très beaux livres. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et on se dit à la prochaine. Salut!